Donc, je suis Xavier Marant, je suis professeur de mathématiques au lycée André Argouges à Grenoble et je suis secrétaire général adjoint du SNES. Chargé des questions, plus particulièrement des questions statutaires, de rémunération, d'emploi, de mutation et d'évaluation, bien entendu. Faire évoluer l'évaluation, et donc le ministère dit on met en place 4 rendez-vous de carrière. Et surtout, il nous dit, on met en place un objectif, c'est le fait de mieux accompagner les personnels, dans leur pratique professionnelle, dans leur évolution professionnelle. Ça, c'est le maître mot du ministère. C'est bien entendu ce que j'ai dit, c'est le maître mot du ministère. D'accord ? C'est mieux accompagner les personnels dans leur carrière. Et sur tous les points. Donc, il nous présente un plan d'accompagnement, à la fois individuel et collectif, des personnels. Alors, accompagnement individuel et collectif. Accompagnement individuel, c'est-à-dire aide au personnel en difficulté, mais aussi aide au personnel qui le souhaite. C'est-à-dire, voilà, je suis dans ma carrière, je n'ai pas de difficulté particulière, mais je voudrais m'améliorer sur tel et tel élément, etc. Donc, voilà, je vais faire appel, moi, seul, à mon inspecteur pour avoir un accompagnement, pour m'améliorer dans certaines pratiques, ou dans certains éléments de ma pratique. Et puis, accompagnement individuel aussi, pour évoluer professionnellement. Par exemple, je souhaite devenir inspecteur. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Voilà. Ça, c'est l'accompagnement individuel, tel que le ministère souhaite le mettre en place. Accompagnement collectif, c'est accompagnement des équipes. Des équipes dans les établissements, donc à la fois accompagnement des équipes disciplinaires, mais aussi des équipes pluridisciplinaires, voire des équipes d'établissement, pour mettre en place des projets ou améliorer leur réflexion sur un certain nombre de situations ou de projets qu'ils peuvent avoir en lien en particulier avec le projet d'établissement. Des accompagnements collectifs qui pourraient être mis en place à l'initiative des équipes, du chef ou du conseil pédagogique. Alors, sur cette question d'accompagnement, pourquoi pas accompagner les collègues pour les aider dans leur pratique professionnelle. C'est magnifique. Sauf que, si on regarde un petit peu ce qui se passe, a priori, ça s'appuie sur de la formation continue. Sauf que la formation continue actuellement, c'est rien, elle est exsangue. C'est les besoins institutionnels, c'est l'adaptation aux réformes. C'est ça la formation continue actuellement. Et quand on voit, compris dans le cadre de la réforme collège, comment ils ont mis en place la formation continue sur ce sujet-là, c'était pas de la formation continue. C'était des injonctions. C'est pas ça de la formation continue. C'est pas ça de l'échange entre pairs. Donc, un objectif qui, dans l'absolu, est louable, mais qui, dans la réalisation, risque d'être bien loin des objectifs fixés. Et puis, sur l'accompagnement collectif, pourquoi pas? L'idée est intéressante. Pourquoi on ne pourrait pas avoir effectivement des stages collectifs d'établissement, des stages d'équipe pédagogique, des stages d'équipe pluridisciplinaire? Si on accueille des élèves en difficulté, quand je dis en difficulté, ce n'est pas nécessairement en difficulté scolaire, mais ça peut être des élèves en situation de handicap, etc. Donc comment les prendre en charge, mieux les prendre en charge collectivement? Ça, pourquoi pas? Mais une fois de plus, qui va faire? Comment? Sur quel crédit? Sur quel temps? Et puis après, un accompagnement collectif qui pourrait être déclenché par le chef d'établissement ou par le conseil pédagogique. Sur le principe, on pourrait se dire encore, pourquoi pas? Parce que s'il y a un projet d'établissement qui se met en place, on pourrait imaginer que, comme c'est un projet d'établissement, il est peut-être partagé, et donc il pourrait y avoir une initiative du chef d'établissement qui serait de proposer à ses personnels une formation sur un des objectifs du projet d'établissement. Mais à condition que ça ne se détourne pas en des injonctions. C'est-à-dire des injonctions à la fois, de suivre la formation, puis derrière des injonctions de faire parce que nous avons suivi la formation.
Donc une fois de plus, vous voyez, une situation d'accompagnement où les idées, on les partage, je pense, sans trop de difficultés, mais où la mise en œuvre, elle, derrière, elle peut pécher par autoritarisme ou par absence de fonds et de moyens pour mettre en œuvre ces situations d'accompagnement. Maintenant, les rendez-vous de carrière. Ben, les rendez-vous de carrière, intéressant. Le ministère dit, ben voilà, il y a 4 rendez-vous de carrière, au 6e 2, 6e avec 2 ans d'ancienneté, pour savoir quelle va être la part des 30% qui vont passer au 7e le plus rapidement possible. Un autre rendez-vous au 8e 2, même punition, même motif. Un rendez-vous au 9e 2, pour l'accès à leur classe, et puis ensuite un rendez-vous pour l'accès à la classe exceptionnelle. Ces rendez-vous se dérouleraient comment ? Eh bien, en juin de l'année où le rendez-vous de carrière doit avoir lieu, c'est-à-dire où l'inspection doit avoir lieu, l'enseignant est prévenu par les services rectoraux. Puis ensuite, 15 jours avant son inspection, il sait que... Non, un mois, pardon, avant l'inspection, il sait que l'inspecteur va venir. Il sait qu'après l'inspection, il aura un entretien avec l'inspecteur. Il sait qu'il aura un entretien avec le chef d'établissement. Et il sait qu'il a un bilan professionnel, alors qui maintenant s'appelle document d'appui, à produire préalablement à cet entretien et à cette évaluation. Donc un système qui devient clair, limpide, on sait comment se déroulent les choses. Ah oui, mais attendez, on sait comment se déroulent les choses, certes, mais on va avoir un document d'appui, puisque c'est la nouvelle terminologie du ministère, pour ne pas parler de bilan professionnel, à produire. Et ce document d'appui, il sera fourni à qui ? À l'inspecteur, au chef d'établissement, pour préparer les entretiens. Et puis il sera versé au dossier. Et il contient quoi, ce document d'appui ? Il contient les postes occupés précédemment, sur les 7 dernières années, mais aussi les situations pédagogiques qu'on a pu rencontrer. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre classe ? Comment on l'a fait ? En 20 lignes, pas plus. Mais aussi les besoins en formation qu'on peut rencontrer. Et puis, éventuellement, si on le souhaite, nos perspectives de carrière. Donc, un document d'appui dans lequel on va parler de choses pédagogiques, dans lequel on est censé avoir une réflexivité sur son métier, qu'il va falloir faire dans un délai assez court, qui va être versé au dossier et qui va être remis au chef d'établissement. Alors, la sincérité d'un truc comme ça, bon courage. Parce que ça va servir pour l'avancement derrière. Alors, même si c'est un avancement mesuré, que ça concerne peu de monde, etc., ça va servir pour l'avancement. Non, mais c'est hallucinant. C'est en dehors de toute culture professionnelle pour les personnels du second degré, mais pour les personnels du premier degré aussi, d'ailleurs. C'est en dehors de toute culture professionnelle. Le manque de sincérité, j'en ai parlé. Et puis, derrière, se dire à un moment donné de notre carrière, ou à plusieurs moments, avoir une réflexivité sur notre métier. Pourquoi pas ? Je veux dire, dans l'absolu, on est des cadres, on a un métier qui est prenant, on est souvent la tête dans le guidon, d'autant plus avec la charge de travail qu'on a. Donc, réfléchir sur le métier que l'on fait, la manière dont on le fait, c'est quand même pas au SNES qu'on va être contre ça. On travaille sur ces questions-là dans le cadre du groupe métier. On a un partenariat avec le CNAM sur cette question-là, qui porte ses fruits d'ailleurs, qui est très intéressant, ce partenariat-là. D'accord ? Voilà, donc, c'est pas nous qui allons être contre ça. Mais la manière dont c'est fait, c'est pas possible. On ne peut pas se retrouver dans une situation comme ça, avec un document qui, s'il est mal fait, va être traîné comme un boulet par les collègues. Après, avoir un document qui serait un guide sur l'entretien avec l'inspecteur, il doit se dérouler comme ça. On va consacrer entre 15 et 20 minutes à parler de la séance sur laquelle on vient de travailler. On va prendre entre 15 et 20 minutes pour parler des pratiques professionnelles.
On va prendre entre... Voilà. Et puis, dans le cadre des pratiques professionnelles, il sera intéressant que vous réfléchissiez à une situation d'enseignement que vous avez rencontrée sur laquelle vous voulez questionner l'inspecteur, etc. C'est-à-dire qu'on puisse préparer cet entretien, qu'on sache à quoi s'attendre. Pourquoi pas? Mais de là à remettre un document à l'inspecteur qui sera classé au dossier, alors là, nous on a dit au ministère, c'est non. C'est hors de question. Voilà. Donc moi je vais aller voir mon chef d'établissement, oui d'accord, mais savoir de quoi on cause avant. Et évidemment pas de pédagogie. Pas de pédagogie. Et puis après, le problème c'est les chefs d'établissement, la formation qu'ils ont actuellement, ils ont... Ici, ils ont une formation à la conduite d'entretien, mais c'est une formation de manager. Une formation de manager, quoi. Donc la manière dont les choses se passent, non. Et donc nous, on a dit au ministère très clairement, un guide de l'entretien avec l'inspecteur, un guide de l'entretien avec le chef d'établissement, et une modification des pratiques de ces personnels-là vis-à-vis de l'évaluation des personnels. On ne peut pas rester dans une situation telle qu'elle se déroule. Actuellement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas entendable. Donc, tout ça pour vous dire que pour l'instant, le projet d'évaluation du ministère, il y a des éléments qui vont dans le bon sens, mais il y a quand même pas mal de choses qui coincent. Et puis, le dernier élément. Comment nos évaluateurs rendent compte de cette évaluation? Actuellement, on est évalué pour 60% de notre évaluation par le chef d'établissement et 60% par l'IPR, pardon, et justement, et 40% par le chef d'établissement. Et donc, il est hors de question que les modifications de l'évaluation entraînent une modification de l'équilibre entre la part réservée à l'IPR et la part réservée au chef d'établissement. Et pour l'instant, les items, ils sont présentés comment? Il y a 5 items qui sont réservés à l'IPR, 3 items qui sont réservés au chef d'établissement, et 3 items qui sont communs aux deux. L'équilibre, il n'est pas tout à fait respecté. Ça tend un peu, ça se déséquilibre un petit peu vers le chef d'établissement. Donc déjà, les équilibres entre les items, parce que, oui, il y a ceux qui sont communs, pas oublier, hein, c'est pas 5-3, d'accord, c'est 5-3 plus 3 communs. Et du coup, les 3 communs, ça déporte un peu vers le chef d'établissement. Donc, il faudrait rééquilibrer ça. Et puis les items, en eux-mêmes, en dehors de la question des compétences. Ces items-là, ils sont dans la note, hein, qui sont distribués, c'est pour ça que ils sont dans la note, hein, je ne vous les redonne pas comme ça. Hein. Mais ces items-là, il y en a un qui s'appelle « Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves ». Ouais, mais ça, c'est quand même une activité, c'est quand même ce que je fais dans ma classe. C'est comment, pédagogiquement, je mets en place des activités qui permettent de favoriser l'apprentissage et la socialisation de mes élèves. Donc ça, c'est des pratiques pédagogiques. Sauf que celui-là, il est pour les deux. Il y en a un qui est savoureux pour l'IPR. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Ouais, mais en même temps, l'un des objectifs fixés pour l'évaluation par le ministère lui-même, c'est de mieux accompagner et de mieux aider les personnels dans leurs pratiques professionnelles. C'est-à-dire que ça, c'est un des objectifs de l'évaluation. Et donc en fait, il voudrait évaluer l'un des objectifs de l'évaluation. C'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire on est schizophrène, je ne sais pas, mais ça ne tient pas. Ah, puis alors chez le chef d'établissement, on est dans la coopération. Ah, puis on coopère avec tout le monde. Bon, au sein d'une équipe, ça d'accord. Mais alors après, il faut coopérer avec la communauté éducative, avec les partenaires de l'école, et puis après, il faudrait coopérer avec les parents. Ouais, mais voilà, suivant les situations, il y en a qui font plus coopération avec la communauté éducative, donc plus avec les parents, d'autres, etc., etc. Mais séparer ces items, je veux dire, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas. Puis les partenaires de l'école, si on monte pas, c'est quand on monte un projet,
Quand on monte un projet qui peut faire appel aux collectivités territoriales, etc., etc. C'est ça. Et sauf que tout le monde ne monte pas des projets avec des collectivités territoriales ou locales, ou avec un théâtre, ou avec un machin, etc. Enfin, je veux dire, ou avec des associations. Donc, tous ces trucs-là, bon, à la rigueur, qui nous les regroupent, en disant, bon, ben voilà, est-ce qu'on s'inscrit dans un collectif, d'accord, et qu'on ne reste pas fermé, voilà. Pourquoi pas? Mais présenter les choses comme ça ne peut pas coller. Donc, sur ce compte-rendu d'évaluation, j'ai mis ma matinale, sur ce compte-rendu d'évaluation, un certain nombre d'éléments à revoir. Et je terminerai par un élément. C'est que ce compte-rendu d'évaluation... Ah non, voilà, je vais vous lire deux choses. D'autres éléments. Ce compte-rendu d'évaluation, après avoir rempli cette grille, l'inspecteur, puis le chef d'établissement vont chacun mettre un avis littéral d'une dizaine de lignes. Et puis, le collègue va pouvoir, lui, s'il le souhaite, mettre un avis aussi sur ce qui aura été dit sur lui. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, pourquoi, machin, ceci, 10 lignes. Bien. Et puis derrière ça, le recteur va mettre un avis final. Donc, un avis final sur, globalement, ce compte-rendu d'évaluation. Et là, le collègue, il aura une possibilité de recours. Possibilité de recours sur ce compte-rendu d'évaluation et cet avis final. Possibilité de recours, d'abord auprès du recteur, et puis si le recteur lui dit « non, non, je ne change rien », à ce moment-là, il pourra faire appel à la CAP. Et là, ça c'est positif. Ça c'est positif. Parce que enfin, la revendication que nous portons depuis maintenant plusieurs congrès, que l'évaluation intégrale, que l'ensemble de l'évaluation puisse faire l'objet d'un appel en CAP, cette revendication-là va enfin aboutir. Ce compte-rendu d'évaluation professionnelle, il va amener derrière à distinguer 30% de collègues pour l'avancement 6e, 7e, puis 8e, 9e, et il va être pris en compte dans le barème de la hors-classe dont je parlais tout à l'heure. Sauf que, imaginons un recteur qui mette 20% d'avis excellents. D'accord? Il met 20% d'avis excellents. Parce que ces avis-là, à consolider satisfaisant, très satisfaisant et excellent, pour les recteurs, ils ne seront pas contingentés. D'accord? Ils ne sont pas obligés de mettre tant de pourcents excellents, tant de pourcents très satisfaisants, etc. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Imaginons qu'ils mettent 20% d'excellents sur ceux qui sont au 6e. Il est bien évident que du coup, ces 20% d'excellents, ils seront dans les 30% qui avanceront le plus vite. Et maintenant, il va falloir encore en trouver 10%. Ils vont les prendre dans les très satisfaisants. Mais comment ils vont faire? Comment ils vont départager les collègues? Et là, nous, on a dit au ministère, départage des collègues, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pourrez pas départager 200, 300, dans les académies importantes, 500 collègues, uniquement sur la base de votre document. Ce n'est pas possible. Donc vous n'avez pas d'autre choix que de mettre en place un barème, que de barémer chaque avis pour objectiver les départages. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas. Et ce barème-là, il doit être défini nationalement. Il doit être défini nationalement, parce que si vous ne le définissez pas nationalement, il est inévitable que certains recteurs vont dire « Oh oui, non mais l'item machin là, non, non, celui-là, quand même, il faut le valoriser plus que les autres. » Et on va se retrouver avec des recteurs qui vont pondérer les items. Et là où nationalement, le ministère nous suit, pour l'instant, imparfaitement, mais nous suit sur l'équilibre 60-40 entre l'évaluation de l'IPR et l'évaluation du chef d'établissement, eh bien vous vous doutez bien que si vous avez un recteur qui se met à pondérer des items,
cet équilibre 60-40, il est rompu. Et donc pour nous, ça c'est hors de question. C'est hors de question. Donc là, clairement, il y a nécessité de barémer cette grille d'évaluation pour départager les collègues dans le cadre de l'avancement. Mais vous vous doutez bien que si, et ça reste entre nous, que si on commence à mettre un barème pour départager les collègues au moment de l'avancement, ce barème-là, on va évidemment s'en servir aussi quand il s'agira en commission d'appel de savoir pourquoi le recteur, alors que quand on fait le compte des items, quand on fait le barème, et ben ces deux collègues-là, ils ont, allez, je dis une ânerie, 45. Pourquoi il y en a un qui a satisfaisant et l'autre qui a très satisfaisant? Je ne comprends pas, monsieur le recteur. On a quand même des situations qui sont identiques. Vous ne pouvez pas. Bref, tout ceci pour vous dire que nous disons au ministère clairement que, ok, avoir une grille d'évaluation à condition de revoir un certain nombre d'items, pourquoi pas? Parce qu'elle s'appuie sur quelque chose, parce qu'elle permet de mieux objectiver les attendus de l'évaluation. Que le document d'appui, non, hors de question, on n'en veut pas, vous nous virez ça. Et que après, derrière, il y a nécessité de barémer ce compte-rendu d'évaluation, parce que si vous ne le barémez pas, vous n'allez pas pouvoir départager les collègues.